Aujourd'hui, on décrypte un concept véritablement révolutionnaire, l'IA constitutionnelle. C'est une approche fascinante pour rendre l'intelligence artificielle à la fois sûre et utile, et ce, sans avoir besoin d'une intervention humaine interminable. Bref, ça redéfinit totalement notre façon de concevoir l'alignement et la sécurité des modèles d'apprentissage automatique. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet avec la question fondamentale qui bloque le développement actuel. Comment inculquer des valeurs morales à grande échelle? Parce que plus les systèmes deviennent performants, plus il est physiquement impossible pour des humains de vérifier chaque décision. Il nous faut donc impérativement une nouvelle méthode pour automatiser cette sécurité. Jusqu'à présent, la référence absolue pour faire ça, c'était le RLHF, l'apprentissage par renforcement à partir des rétroactions humaines. C'est un processus hyper chronophage. En gros, des armées de travailleurs lisent les réponses de l'IA et les notent pour déterminer si elles sont utiles ou inoffensives. C'est super efficace, certes, mais c'est extrêmement difficile à mettre à l'échelle. Et c'est là que le contraste devient frappant. Alors que le RLHF nécessite des milliers d'heures de travail manuel laborieux et coûteux, l'IA constitutionnelle, elle, automatise tout ça avec une élégance folle. Elle remplace presque totalement le besoin de rétroaction humaine par une véritable autorégulation de la machine. Au sommaire aujourd'hui, premièrement, le problème de la rétroaction humaine. Deuxièmement, l'entrée en scène de l'IA constitutionnelle. Ensuite, on verra la phase 1 avec l'apprentissage supervisé, puis la phase 2 avec l'apprentissage par renforcement. En 5, on parlera de la résolution du compromis de l'évasion et enfin, on terminera sur l'avenir de la sécurité de l'IA. Première partie donc, le problème de la rétroaction humaine. Il faut bien comprendre que s'appuyer uniquement sur des humains, ce n'est pas qu'un souci de coût, il y a un vrai problème de comportement qui émerge. Une IA entraînée par des humains pour être inoffensive devient très souvent excessivement évasive. Comme les évaluateurs pénalisent la moindre prise de risque, l'IA apprend à esquiver les questions difficiles pour ne vexer personne. Bref, elle se transforme en un mur de briques très poli mais complètement inutile. Deuxième partie, l'entrée en scène de l'IA constitutionnelle. L'idée de génie des chercheurs pour régler ce problème d'échelle et d'évasion, c'est d'arrêter de micro-gérer la machine. À la place, on lui donne carrément un livre de règles, ce qu'on appelle une constitution, et on la laisse évaluer son propre travail. C'est un changement de paradigme total. La machine utilise sa propre compréhension du langage pour s'améliorer toute seule. Et attention, cette fameuse constitution n'a rien d'un pavé juridique. C'est une liste ultra courte d'instructions en langage naturel. Dans cette recherche, ils ont utilisé environ 16 principes rédigés par des humains pour guider l'IA. Et ce tout petit document suffit à remplacer des dizaines de milliers de clics d'évaluateurs humains. C'est quand même dingue. Troisième partie, la phase 1, l'apprentissage supervisé. C'est l'étape où le modèle apprend à corriger ses propres erreurs. Le processus commence par une mise en conformité. L'IA critique et révise ses propres réponses initiales qui pourraient être toxiques. En fait, elle génère son propre matériel d'étude pour s'améliorer avant même que le véritable entraînement commence. Concrètement, l'IA tourne dans une boucle très stricte en 4 étapes. On lui lance une question piège, elle sort une réponse potentiellement problématique, ensuite elle critique sa propre réponse en se basant sur sa constitution, elle révise son texte, et on utilise ce résultat final, parfaitement inoffensif, pour la réentraîner. Elle est à la fois l'élève et le professeur. Prenons un exemple concret tiré de la recherche sur le piratage d'un réseau Wi-Fi. On voit très bien comment l'IA transforme un conseil nuisible en un refus réfléchi, juste en appliquant sa propre critique. Elle passe d'un complice criminel à un conseiller éthique de manière totalement autonome. Quatrième partie, la phase 2, l'apprentissage par renforcement. Une fois que l'IA a appris à se corriger, le comportement est cimenté par un tout nouveau concept, le RLIF. C'est l'apprentissage par renforcement à partir des rétroactions de l'IA. En clair, l'IA note littéralement ses propres devoirs et juge laquelle de 2 réponses respecte le mieux la Constitution. Plus besoin d'humain du tout pour cette étape. Le processus est redoutable d'efficacité. L'IA génère plusieurs réponses, choisit la meilleure en fonction de ses principes et crée un énorme ensemble de données d'entraînement. Le petit détail génial, c'est qu'elle utilise un raisonnement en chaîne de pensée, c'est-à-dire qu'elle explique étape par étape pourquoi une réponse est meilleure qu'une autre. Ça booste considérablement la précision de ses jugements. Cinquième partie, résoudre le compromis de l'évasion. Voyons ce que cette méthode en 2 phases donne dans les faits. Les données parlent d'elles-mêmes avec ce qu'on appelle une amélioration de Pareto. La courbe montre clairement que les modèles d'IA constitutionnels deviennent beaucoup moins nuisibles sans pour autant sacrifier leur utilité. On a enfin réussi à repousser les frontières de ce fameux compromis qu'on pensait inévitable. Et en pratique, ça change tout. Au lieu de fermer la porte avec un refus robotique et frustrant, l'IA s'engage, elle explique ses objections. On passe d'un « je ne sais pas » inutile à une réponse réfléchie et éducative. Et enfin, 6e partie, l'avenir de la sécurité de l'IA. Mettre à l'échelle la supervision en utilisant l'IA elle-même,
offre un cadre beaucoup plus transparent, efficace et rapide à modifier. Ça nous permet de garder des modèles de plus en plus puissants, bien alignés avec les valeurs humaines, sans dépendre d'une collecte de données interminable qui, honnêtement, ne pourrait jamais suivre le rythme effréné de l'innovation. Mais, et c'est la réflexion finale qu'il faut garder en tête, cette avancée soulève une question vertigineuse. Si on passe le relais de la supervision de l'humain à la machine, qui a le droit d'écrire cette fameuse constitution ? Quelle voix, quelle culture, quelles valeurs vont façonner ce petit document qui guidera les systèmes les plus puissants de demain ? C'est le grand défi qui nous attend avec l'évolution de cette technologie.